Cette semaine, nous nous attaquons à un gros morceau, l'étude des ovnis en Russie et par extension en URSS. Vous avez été nombreux à nous le demander et après de longues recherches, nous allons vous parler de scientifiques passionnés, de programmes d'État secrets et de rencontres incroyables. Bienvenue dans Phénomène. Pour commencer notre historique de l'étude des ovnis par la Russie et l'URSS, revenons sur les déclarations de l'un des principaux dirigeants du Parti communiste russe dans les années 50, le ministre Mikhail Pervokhin. Ainsi, en 1953, il déclare que les États-Unis ont perdu la tête face aux soucoupes volantes et qu'il s'agit des résultats d'une guerre psychologique qui tourne à leur avantage. À ce moment-là, les soucoupes volantes sont officiellement considérées comme des affabulations. Quand les témoins se présentent aux médias ou au centre de recherche soviétique, ils reçoivent tous la même réponse. Chers camarades, le phénomène que vous avez observé était en toute probabilité dû à une expérience pour mesurer la densité de l'atmosphère à haute altitude avec l'aide d'un nuage de sodium. Il est probable que l'Union soviétique ait déjà commencé à étudier les ovnis en secret, comme en témoigneront certains cas qui fuiteront des décennies plus tard après la mort de Staline. Mais officiellement, comme aux États-Unis, il n'y a rien à voir. Yuri Fomin, un russe intéressé par le sujet, commencera à collecter différents rapports sur les ovnis, afin de commencer une étude approfondie. Mais en 1961, Pravda, le principal journal du Parti communiste, publie une tribune sur le mythe des soucoupes volantes. La tribune indique que les ovnis n'existent pas et sont le fruit de l'imagination de la presse américaine. Fomin est alors exclu du parti et ses cours sur le phénomène sont interdits. L'année suivante, le livre de Donald Howard Menzel, Flying Saucer, sorti aux États-Unis en 1953 et concluant qu'aucun ovni n'est réel, est traduit en russe et sort dans le pays, ridiculisant les travaux de Fomin. Ce n'est qu'en 1966 que la situation commence à évoluer quand Vladimir Robstov publie un article approfondi dans le journal ukrainien Znania ta Prastia, que l'on peut traduire par savoir et travail. Dans cet article, Robstov encourage les lecteurs à rapporter leurs observations. Rapidement, des lettres arrivent et sont publiées dans le magazine, donnant les premiers rapports publics sur les ovnis en URSS. Ce que ne manqueront pas de remarquer les Américains. En avril 1967, le premier article pro-ovni est publié par le docteur Felix Ziegel. Dans cet article, il écrit, je cite, « Ces ovnis ont été vus depuis toute l'URSS. Les objets sont de toutes les formes possibles, petits, grands, plats ou en sphère. Ils sont capables de rester stationnaires dans l'atmosphère ou de filer à 100 000 km/h. Ils bougent sans produire le moindre son, en créant autour d'eux un vide pneumatique qui les empêche de prendre feu dans notre atmosphère. Leur vaisseau a la mystérieuse capacité de disparaître et réapparaître à désir. Encore, ils sont capables d'affecter nos ressources énergétiques, stoppant nos centrales électriques, nos stations radio et nos moteurs, sans toutefois laisser de dégâts permanents. Une technologie si raffinée peut seulement être le fruit d'une intelligence qui est, en effet, bien supérieure à la nôtre. » Fin de citation. Cette publication donne lieu le mois suivant, en mai 1967, à la première réunion de militaires haut gradés et de scientifiques de haut niveau autour du sujet OVNI. Réuni à la Maison centrale pour l'aviation et les cosmonautes, le major général Stolyalov sera désigné comme directeur du premier groupe d'initiation à l'étude des ovnis. Le but du groupe sera de créer le premier organisme officiel d'étude des ovnis en URSS. En octobre 1967, naît la première organisation soviétique dédiée à la collecte et l'étude des ovnis. Le département des ovnis de l'Union, comité d'exploration spatiale de l'URSS au soutien de la Société bénévole d'assistance à l'armée, l'aviation et la flotte, ou DOSAF. Le premier programme d'étude des ovnis voit le jour. Les nombreux rapports collectés donnent lieu à une première publication en 1968 sous le titre « Observation d'ovnis en URSS ». Mais au même moment, Moscou fait tout pour faire fermer le projet, ce qui finit par arriver fin 1968. Moscou va même plus loin, interdisant toute étude du phénomène ovni dans l'Union soviétique. En février 68, le journal Pravda explique que les soucoupes volantes n'existent simplement pas. Suite à ça, tout article pro-ovni sera bloqué par la censure officielle. L'académicien Choukin publiera la déclaration suivante, je cite. « La question de la nature des soi-disant objets volants a été examinée avec l'aide d'organisations compétentes en association avec le président de l'URSS, l'administration du service hydrométéorologique et du ministère de la Défense. Il résulte de cet examen que la nature des objets volants observés dans différentes circonstances peut systématiquement être expliquée par des experts compétents.
À cette heure, les organisations portant les études atmosphériques et aérospatiales ont pour instruction d'enregistrer et étudier les cas d'apparition pour les identifier. La supervision de cette tâche est assurée par l'URSS et l'Académie des sciences, il n'est donc pas nécessaire de créer un organisme dédié à l'étude des ovnis. Fin de citation. L'étude se poursuit donc dans le plus grand secret. Le projet ressemble à Blue Book que nous évoquions en détail dans la première vidéo de cette série. Les analyses et conclusions publiques sont de la démystification systématique, et les cas véritablement inexplicables restent hors de portée du public. Ce qui poussera les enthousiastes comme Siegel à poursuivre leur étude dans le secret, mais seulement 25 à 30 personnes sont alors impliquées dans cette étude. Il faudra attendre 1975 pour que le Dr Siegel réussisse à obtenir les fonds pour lancer un projet d'État sous la supervision de l'Institut aéronautique de Moscou. Mais les conclusions de Siegel, à l'encontre de celles de l'armée, font qu'il est renvoyé de l'étude et critiqué publiquement. Bien qu'ayant déjà eu plusieurs observations d'OVNI, ce qui suit est le premier événement soviétique largement rapporté. Pendant plusieurs nuits, des observations rapportent un étrange objet volant non identifié qui aurait survolé la ville. Au matin, des dockers auraient vu une lumière particulièrement intense venir en provenance du lac Onega. En approchant de la ville, la lumière prit l'apparence d'une sorte de méduse étincelante avant de ralentir jusqu'à faire un vol stationnaire au-dessus de la ville, déployant une salve de rayons lumineux très fins. Après 12 minutes, l'OVNI change de forme, devenant un demi-cercle brillant et s'envolant vers le lac Onega. Mais au lieu de disparaître à l'horizon, il vira en l'air avant de percer les nuages d'un trou rouge brûlant et de disparaître. L'incident étrange est corroboré par des policiers, des ambulanciers, des pêcheurs, des marins et même un journaliste. Suite à l'incident de Petrozavodsk, certains scientifiques, dont l'académicien Chokine et le top des officiels du parti, forment en 1978 le projet SECTA, ou Réseau en français. Ce projet a pour but d'étudier les phénomènes anormaux. Le projet regroupe une vingtaine d'organisations et est divisé en deux branches. SECTA AN pour la partie civile, gérée par l'Académie des sciences, et SECTA MO pour la partie militaire, gérée par le ministère de la Défense. La branche civile étudie la nature physique et le développement des mécanismes des anomalies atmosphériques et phénomènes spatiaux sous la supervision de l'Institut du magnétisme terrestre et de la propagation des ondes radio, ou ISMIRAN. Les termes d'OVNI ou de soucoupe volante sont alors totalement interdits, y compris entre les participants du programme. La branche militaire, quant à elle, étudie militairement les anomalies atmosphériques et phénomènes spatiaux afin de découvrir leur effet sur le matériel et le personnel militaire. Cette branche est supervisée par l'Institut antiaérien de la Défense. L'ensemble du programme est connecté par une commission militaro-industrielle. Toutes les activités des deux branches sont tenues secrètes pour trois raisons. L'apaisement de l'opinion publique sur le sujet, les liens possibles avec des thèmes liés à la défense, et les possibilités qu'en cas de découverte, les résultats aient des applications militaires. En 1979, un comité d'État issu du Conseil des ministres en hydrométéorologie prend pleinement part à l'étude, mobilisant tout le personnel des stations météo et les invitant à rapporter toute observation en remplissant un questionnaire détaillé. En Ukraine, le protocole est aujourd'hui encore actif, mais les rapports sont envoyés à Kiev et non plus à Moscou. En 1980, le projet SECTA devient Galaxy et les règles changent. Toute information publiée en lien avec le phénomène doit préalablement être approuvée par le projet Galaxy AN. Tout article pro-OVNI est alors systématiquement censuré. À la même période, le nombre de curieux augmente significativement, si bien que divers journaux et sociétés scientifiques ou techniques s'organisent en clubs publics pour étudier les phénomènes anormaux. En février 1984, tous les clubs se rassemblent pour former la commission sur les phénomènes anormaux du Comité sur le problème de protection environnementale du Conseil des sociétés techniques et scientifiques de l'Union, autorisé par le directeur de Galaxy AN. En 1985, le chercheur Vostrukhin publie un article non autorisé par Galaxy. Il est renvoyé, mais le mal est fait. L'intérêt pour le sujet reprend et plus de 12 000 lettres de témoins seront reçues par le projet. Le projet SECTA devenu Galaxy devient alors le projet Horizon. En 1987, le premier groupe amateur de recherche sur les ovnis, qui n'est pas approuvé par la Commission sur les phénomènes anormaux, voit le jour. Il publiera le premier bulletin ufologique du RSS, une diffusion limitée avec environ 50 copies. À partir de 1988, la censure s'affaiblit. Le cinéma fait la part belle aux extraterrestres et le premier documentaire soviétique sur le sujet voit le jour sous le titre « À la recherche des aliens ». La branche de Leningrad de la Commission sur les phénomènes anormaux forme son propre groupe, nommé FACT. En 1989, toutes les restrictions sur les ovnis sont supprimées.
De nombreuses publications s'emparent alors du sujet, comme le journal de Leningrad Anomaly, qui a récemment fêté ses 30 ans. Néanmoins, sa distribution est passée de 150 000 exemplaires à environ 1000 exemplaires aujourd'hui. En 1991, l'URSS est dissoute et le projet Horizon est fermé. Les archives du programme se trouveraient aujourd'hui dans un sous-sol humide du Izmiran. Une partie des archives serait entre les mains de particuliers qui ont acheté les documents auprès d'officiels de l'ex-URSS. C'est ainsi que le journaliste d'investigation américain George Knapp aurait mis la main sur une importante quantité de documents qu'il n'a jamais rendus publics, mais qu'il évoque dans ses articles et reportages. À sa clôture, en 1990, le projet Horizon conclut qu'après 13 ans d'études, il n'y a pas de preuves substantielles pour penser que la Terre ait été visitée. Et seulement 10% des cas étudiés entre 1978 et 1990 sont des anomalies. Suite à la chute de l'Union soviétique, la commission sur les phénomènes anormaux est dissoute. L'étude des ovnis s'est poursuivie au sein de l'armée de façon intermittente et avec une faible priorité. Le colonel Plaskin déclara en 2002 qu'il n'avait jamais reçu de preuves directes indiquant qu'une civilisation alien était active sur la planète, qu'il n'y a jamais eu de crash d'ovnis en URSS et que toutes les rumeurs sur l'entreposage d'ovnis étaient des canulars. Mais aussi, il précise que 20% des observations ont une origine physique inconnue que nos lois de la physique ne peuvent pas expliquer. En 2004, les groupes d'études ukrainiens se rassemblent pour former le ZOND, le Centre ukrainien de recherche et analyse des anomalies. Cet organisme se donne pour mission aujourd'hui de numériser et publier l'ensemble des archives des projets Secta, Galaxy et Horizon. En décembre 2012, c'est le Premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitry Medvedev, qui répond à une journaliste en off après une interview pour parler de la présence extraterrestre. Абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Вот те самые зеленые человечки. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Si l'on peut sourire quand le Premier ministre fait référence à Men in Black, il faut comprendre qu'il s'agit d'un documentaire russe et non de la série de films américains. Nous avons regardé le documentaire, dont le lien est dans la description, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va très loin. Dans ce documentaire est évoqué un complot mondial visant à garder le secret sur les ovnis. Ce complot, datant de 1941, et qui serait organisé en partie par les États-Unis, serait aussi actif en Russie et en Europe. Différents témoignages font état de personnes étranges vêtues de noir avec une voix aiguë et métallique qui feraient tout pour maintenir le secret. Le documentaire évoque également la présence sur Terre des Grands Blancs, ou Indugut, une race qui travaillerait avec les Américains, suite à des accords signés entre la Maison Blanche et cette race extraterrestre. Le documentaire fait également un lien entre les ovnis et les activités nucléaires, mais aussi avec l'eau, un nombre important d'observations étant liées à une activité aquatique. Sortons du documentaire pour évoquer un autre cas, celui du lac Baïkal en 1982. Les documents qui rapportent ce cas sont devenus publics suite à leur déclassification par la marine russe en 2009. Ces documents seraient issus de Galaxy MO et compileraient des rapports transmis par des militaires, notamment des sous-marins. L'amiral Nikolai Smirnov rapporte au journal RT que 50% des observations d'OVNI sont liées aux océans et 15% à des lacs. Un vétéran de la marine, le capitaine première classe Igor Barclay, rapporte que, je cite, « Les ovnis d'océan se montrent partout où sont concentrées nos flottes ou celles de l'OTAN. Ils sont souvent vus dans les parties les plus profondes de l'océan Atlantique, dans le sud du triangle des Bermudes et aussi dans les Caraïbes. » Revenons sur l'incident du lac Baïkal. C'est donc dans le lac d'eau douce le plus profond au monde, situé à Baïkal, au sud de la Russie, près de la Mongolie, qu'auraient eu lieu plusieurs observations et une rencontre. Des pêcheurs rapportent régulièrement, et depuis longtemps, d'intenses lumières venant des profondeurs et des ovnis jaillissant hors de l'eau pour s'envoler tout droit dans les airs.
En 1982, un groupe de 7 militaires s'entraîne en plongée sous-marine. Arrivés à une cinquantaine de mètres de profondeur, ils tombent sur des nageurs d'environ 3 mètres de haut, vêtus de combinaisons argentées, avec un casque mais sans bouteille. Sans comprendre comment, les militaires sont ramenés à la surface. 4 sont au sein d'une capsule de décompression et 3 seront retrouvés morts sur les rives du lac. Les survivants seront formels. Ils ont fait une rencontre du troisième type. Dis-nous en commentaire si tu veux plus de vidéos abordant ces cas russes. L'URSS, et la Russie après, ont visiblement toujours été intéressés par les ovnis. L'armée et les civils les ont étudiés et si le Parti communiste voulait éteindre la possibilité de visites extraterrestres, la situation actuelle est plus complexe. En 2021, alors que les États-Unis publient un rapport déclarant que les ovnis sont réels, le compte Instagram de l'Air Force russe décide de les troller, sous-entendant que les ovnis seraient une technologie russe. Une opération de communication pour leur nouveau chasseur qui est très loin d'avoir les caractéristiques techniques des ovnis observés. En 1991, Marina Lavrentevna Popovich, ancienne pilote d'essai ayant un doctorat en technologie aéronautique de Leningrad, évoque des études menées en secret par le ministère de la Défense depuis 1966. Elle rapporte que ces études secrètes confirmeraient 14 000 observations sur 25 ans. On peut encore évoquer l'ancien général Alexei Savine qui a témoigné auprès de plusieurs journalistes sur l'existence d'une unité 10003, une unité de l'armée russe où se retrouveraient des personnes ayant des capacités psychiques hors du commun. Divisé en un groupe masculin sur lequel le général s'est peu exprimé et un groupe féminin sur lequel il s'exprime plus largement, l'unité 10003 ressemble au projet Stargate de la CIA, à savoir développer les possibilités offertes par la vision à distance, le remote viewing. D'après l'ancien général, son unité aurait été amenée à contacter des extraterrestres via le remote viewing dans la volonté de nouer des contacts avec d'autres civilisations, ce qu'il prétend avoir réussi à faire. Enfin, en 2013, Sergueï Bereznoï, responsable du centre de contrôle et essais spatiaux Titov, a déclaré que, je cite, « Malheureusement, nous ne sommes pas prêts à combattre une civilisation extraterrestre. De manière générale, publiquement, l'armée ne parle pas ou peu des ovnis. D'anciens soldats rapportent certains cas, mais pas de rapport officiel depuis la chute de l'URSS. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons vu avec l'incident de Baïkal, la Russie est sujette aux mêmes problèmes que les autres pays du monde, confirmant bien la dimension mondiale du phénomène. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire quel pays étudier pour les prochaines vidéos de cette série. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mets un j'aime et partage la vidéo. Et si tu veux encore plus aider la chaîne, tu retrouveras le lien vers notre page Tipeee en description avec la bibliographie de cet épisode. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.